Mais certains problèmes pourraient surgir dans le cadre de notre coopération militaire avec l'Ukraine, qui est énorme. Cette coopération est à un tel niveau que s'il devait y avoir une présence militaire de l'OTAN en Ukraine, je n'y maintiendrai plus nos technologies de pointe et nos armements sensibles. L'Ukraine pourrait alors avoir des problèmes, je le dis franchement. L'OTAN est en train de préparer une offre que la Russie va refuser. L'Occident, poussé par leur soif de profit et de pouvoir absolu, jongle entre les tactiques électorales pour garder les représentants critiqués et corrompus au pouvoir. Il continue de faire des expéditions terroristes, d'escalader les tensions partout dans le monde et élargir les fronts de guerre de manière permanente. C'est une chose qu'on doit permanemment garder en tête. L'Occident n'est même pas l'ami de l'Occident. Pour son premier jour à son nouveau poste, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a défendu avec ferveur l'adhésion de l'Ukraine dans l'Alliance Atlantique et a demandé que Kiev puisse lancer les frappes de missiles en profondeur sur le territoire russe. Il est prêt à déclencher une troisième guerre mondiale qui serait en fait une première guerre nucléaire. Rutte a montré qu'il ne vaut absolument pas mieux que son prédécesseur, Jens Stoltenberg. Juste avant de quitter son poste, Stoltenberg avait suggéré que l'Ukraine puisse rejoindre l'OTAN et qu'ils entrent sans avoir à récupérer les territoires qu'elle a perdus. Pour lui, une invitation à l'alliance pourrait servir à mettre fin au conflit. C'est-à-dire, cette déclaration semble complètement absurde. Mais pourtant, c'est vrai. Le conflit a démarré justement parce que l'Ukraine a intégré l'OTAN, ce qui est inacceptable pour la Russie. Donc, leur fameuse offre, leur proposition de génie, c'est que l'Ukraine entre dans l'OTAN, alors que tout ça commence parce que l'Ukraine ne doit pas entrer dans cette mafia. Non, riez, vous pouvez rire, riez. Alors, on sait qu'une réunion des principaux alliés de l'Ukraine se tiendra le 12 octobre en Allemagne, avec la présence des dirigeants des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne forcément, de la France, ainsi que les dirigeants de l'Ukraine avec Zelensky en tête. Zelensky va donc tenter de convaincre encore une fois de plus Joe Biden de lui donner cette fameuse autorisation de frappe, bien qu'il soit inutile d'essayer de persuader Biden avant les élections américaines, parce que de toute façon, il ne sera plus là. Au lieu d'envoyer des armes à longue distance, Biden et le chancelier allemand choisiront une autre approche. Ils vont lever leur veto tactique à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et donner à Zelensky un document qui sera une sorte de règle tout. Voilà, un document qui réglera tout. Parallèlement à ça, il est évident que Kiev ne sera pas membre à part entière de l'Alliance, tant que les hostilités vont perdurer. Presque tous ceux qui en ont parlé récemment, sauf Zelensky, bien évidemment, l'ont confirmé. En d'autres termes, cette adhésion est quelque chose qui sera reporté, mais en même temps, c'est censé aider à mettre fin au conflit selon Stoltenberg. Oui, je parle de ce Stoltenberg là, celui-ci, ce mafieux qui, avec son groupe de casseurs, de désordre, de destructeurs, prétend venir régler le problème qu'ils ont eux-mêmes créé et eux-mêmes alimenté et eux-mêmes financé. On dirait que Biden et ses collègues veulent refaire le scénario de 1956, alors que l'Allemagne de l'Ouest a été admise dans l'Alliance. À l'époque, pour ceux qui se rappellent un peu de l'histoire, la République fédérale d'Allemagne ne reconnaissait pas la légitimité de la République démocratique allemande. Et inversement, les deux ne se reconnaissaient pas. Et la République fédérale considérait que les terres allemandes lui appartenaient et ne voulait pas renoncer à cette revendication, même pour adhérer à l'OTAN. La situation est similaire aujourd'hui avec les autorités ukrainiennes. Exactement la même chose. C'est pourquoi l'Allemagne de l'Ouest a intégré l'OTAN d'une manière particulière, à condition que l'Alliance ne protège que le territoire contrôlé par la République fédérale d'Allemagne et pas le territoire revendiqué. En d'autres termes, l'OTAN voyait la République démocratique allemande comme faisant partie de la République fédérale. Mais le principe de défense collective ne s'appliquait pas à la République démocratique allemande. Vous voyez le problème? Et aujourd'hui, la République démocratique allemande, ce sont les territoires russes que l'Ukraine considère comme les siens, y compris la Crimée. Si on doit faire le parallèle, vraiment, c'est parfaitement aligné. Avant qu'on ne continue, sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 3 € par mois. Aussi, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, nous avons une formation très explicative des méthodes les plus efficaces. D'ailleurs, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube appelée Le Jeune Initié, où on parle de spiritualité. Tous les liens sont en description. Merci de participer à la croissance en mettant un like à cette vidéo. Revenons au sujet. En intégrant l'Alliance, les autorités ukrainiennes bénéficieront d'une garantie de défense pour les territoires qu'elles contrôlent effectivement. Si les forces russes franchissent la ligne que l'OTAN considère comme le début de la zone de contrôle, cela va déclencher un conflit militaire entre la Russie et l'OTAN. Cependant, comme le précise le projet, l'Ukraine doit d'abord mettre fin aux hostilités avant de pouvoir rejoindre l'OTAN, car l'Occident ne désire pas l'affrontement direct avec la Russie et redoute même d'ailleurs une guerre nucléaire. En d'autres termes, Moscou doit accepter de geler le conflit, littéralement, sans que les autorités ukrainiennes et les pays occidentaux ne reconnaissent officiellement les nouvelles frontières de la Russie. C'est absurde, n'est-ce pas? Mais voilà ce qu'ils ont proposé quand même. Quand j'explique comme ça, j'espère que vous comprenez l'absurdité
de ce que les gars-là sont en train de faire. L'aspect le plus intriguant de la situation, c'est pourquoi, il faut vraiment qu'on se pose la question, pourquoi est-ce que selon les membres de l'OTAN, la Russie pourrait accepter un tel arrangement? C'est troublant leur manière de penser. Elle pourrait proposer des trucs, on va dire peut-être un allègement des pressions économiques et politiques. Proposer un truc, même si on sait que la Russie n'en a plus tant besoin, mais proposer quand même quelque chose pour qu'ils puissent envisager l'option. Mais rien. Le chancelier S.C. Holtz a été choisi comme intermédiaire pour transmettre les termes de l'accord à Moscou. Selon les médias allemands, une conversation téléphonique est prévue entre lui et le président Vladimir Poutine en novembre, ce qui n'était pas arrivé depuis 2 ans déjà, depuis le début de l'opération militaire spéciale. Alors, cette conversation devrait se dérouler juste avant le sommet du G20 au Brésil, où M. Poutine et M. S.C. Holtz ont tous deux été invités. L'Occident souhaite probablement obtenir le soutien des pays du G20 qui sont restés neutres jusqu'à présent, comme l'Inde ou encore l'Arabie Saoudite, afin d'exercer une pression supplémentaire sur Moscou. Mais je doute que ça marche. Parce que certes, l'Inde et l'Arabie Saoudite font partie du G20, mais l'Inde et l'Arabie Saoudite font surtout partie des BRICS. Il est donc possible que la Russie reçoive une proposition stipulant que Kiev se contente de ne pas récupérer militairement les zones qu'elle a perdues. En pratique, ça signifie que les autorités restantes de l'Ukraine et leurs alliés de l'OTAN vont patiemment attendre que l'histoire leur offre en fait une fenêtre d'opportunité. Dans les faits, c'est juste ça que ça veut dire. Cependant, et une fois de plus, le principal défi de ce scénario pour la Russie ne réside pas dans les risques futurs. Il réside dans le fait que les dirigeants actuels des États hostiles font semblant d'ignorer ce que la Russie tente de communiquer depuis 2014, début de cette affaire. La raison fondamentale de tous ces événements survenus en Ukraine au cours des 3 derniers mois, et si on prolonge des 10 dernières années, c'est la tentative de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. S'il n'y avait pas eu cette tentative, l'opération militaire spéciale n'aurait jamais existé. Ça n'aurait pas été nécessaire. Le refus de Kiev d'adhérer à l'OTAN est la condition principale pour la Russie. Et c'était même d'ailleurs la base de l'accord d'Istanbul qui visait à mettre fin au conflit au début de l'année 2022. Si le conflit persiste aujourd'hui, c'est en grande partie en raison du rejet de cette condition. On est d'accord là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que l'accord proposé par les Occidentaux est insensé. Pour la Russie, la question d'un éventuel compromis serait que l'Ukraine pourrait obtenir certaines concessions en échange de son abandon de l'OTAN et non l'inverse. Peu importe que l'Ukraine soit intégrée dans son ensemble ou par morceaux, la présence de l'Ukraine au sein de l'OTAN est inacceptable pour la Russie et cela a été mentionné en maintes reprises. Le fait que l'OTAN exerce une grande influence sur l'Ukraine et la Géorgie ne nous indispose pas. En revanche, tout élargissement de l'OTAN n'améliorerait pas la sécurité du monde. Je ne vois pas en quoi l'élargissement à nos voisins baltes, par exemple, peut améliorer la sécurité du monde. Cela dit, si d'autres républiques de l'ex-URSS adhèrent à l'OTAN, nous respecterons leur choix. C'est leur droit souverain en matière de défense, mais certains problèmes pourraient surgir dans le cadre de notre coopération militaire avec l'Ukraine, qui est énorme. Cette coopération est à un tel niveau que s'il devait y avoir une présence militaire de l'OTAN en Ukraine, je n'y maintiendrai plus nos technologies de pointe et nos armements sensibles. L'Ukraine pourrait alors avoir des problèmes, je le dis franchement. Ils font semblant de ne pas écouter, ils ignorent. Parce qu'ils se croient tout puissants, ils ignorent. L'Occident a toujours affirmé que l'Ukraine en tant qu'État souverain a le droit de choisir sa propre voie en matière de politique étrangère, ce qui constitue une norme du droit international. D'accord, on accepte. Cependant, en plus de ces normes, il existe également un concept du bon sens. Le concept du bon sens même, je vais dire. Et le bon sens stipule qu'il ne faut pas créer des menaces existentielles pour la sécurité des grandes puissances, car celles-ci ne vont pas tolérer de telles menaces. Et les conséquences de leur élimination seront coûteuses pour tous. Et pour la Russie, l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN représente une menace existentielle. Si on prend un parallèle avec les États-Unis, une telle menace existentielle serait par exemple le déploiement de missiles nucléaires soviétiques à Cuba. Et on a vu ce qui s'est passé dans l'histoire. Ça a conduit à la crise des missiles, période où le monde était le plus proche d'une 3e guerre mondiale et d'une première guerre nucléaire. À cette époque-là déjà, Washington était prêt à frapper l'URSS en premier pour pouvoir éviter tout danger pour les États-Unis, n'est-ce pas? D'après le droit international, les États-Unis n'avaient pas le droit de frapper l'URSS. Surtout qu'à l'issue de tout ça, c'était l'apocalypse nucléaire qui nous attendait. Parce que l'URSS allait aussi répliquer, inévitablement. En revanche, Moscou avait pleinement le droit de stationner des missiles nucléaires à Cuba. Il n'existait aucun traité qui les restreignait par rapport à ce sujet. Et Fidel Castro avait lui-même sollicité Nikita Khrouchtchev pour pouvoir protéger l'île avec des missiles soviétiques. Et pourtant, aucune historiographie officielle ne considère la crise du missile à Cuba comme étant un acte abusif de la part de Washington. Même si c'était un acte qui allait mener le monde au bord du gouffre à cause de leur caprice paranoïaque. Même en URSS, cette crise a été citée
par le parti au pouvoir comme l'une des raisons de la destitution de Nikita Khrouchtchev, qui a été blâmé non pas pour avoir reculé par peur de la guerre, non, mais pour s'y être engagé en premier lieu et avoir provoqué les Américains. Malgré les différences idéologiques et la peur sincère de l'autre, Moscou et Washington avaient compris à l'époque qu'il était impératif de ne pas s'immiscer dans des zones vitales de l'ennemi, sous peine de conséquences terribles. Moscou en a toujours été conscient, mais Washington semble avoir perdu cette compréhension basique, ce bon sens. Ils conçoivent des plans de la paix sans prendre en compte les véritables raisons du conflit. Je dis bien, la situation à Cuba, c'est exactement la même situation aujourd'hui en Ukraine. Et c'est cette bêtise qui nous préoccupe. Ce sont des gens qui réfléchissent comme ça, qui dirigent le monde aujourd'hui. Et ils insistent dans la bêtise parce qu'ils refusent d'admettre que ce qu'ils sont en train de faire, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'attends vos avis, vos analyses, votre point de vue sur la question. Et on se retrouve une prochaine fois.